bonjour, bienvenue dans l'émission numéro 2, saison 2. Nous sommes le jeudi 6 octobre et aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel. Nous sommes exceptionnels. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Xavier Albert, directeur général d'Universal. Comment ça va, Xavier? Ça va bien. Comment s'est passée cette petite journée hier, ce petit mercredi de démarrage d'un James Bond qu'on attendait un petit peu? Un petit peu, j'ai l'impression. Bah, très bien. Un peu fatigué, évidemment. Un peu fatigué. Bon, ça se voit, on va... Et bonjour Julien. Bonjour Marion. Bienvenue également. Nous avons beaucoup d'actualités aujourd'hui. Beaucoup d'actualités. On revient, Xavier comme moi d'ailleurs, on revient de Barcelone. On a assisté à Ciné Europe. On va pouvoir en parler un peu. Tu es revenu ce matin? Je suis revenu exprès pour vous là ce matin. J'ai encore mon passeport dans la poche. D'accord. Eh bien, nous allons peut-être enchaîner tout de suite avec l'actualité, avec Échegul de Montpellier. Donc tout de suite, peut-être l'actualité, jingle. Ah mais voilà, Échegul. Bonjour Échegul de Montpellier. Bonjour. Donc jingle actualité et puis on se retrouve juste après. Alors Échegul, quelles nouvelles en France du secteur? Alors, l'actu chez nous, c'est bien entendu ce mois d'octobre en soi qui commence et nous y reviendrons avec notre invité Xavier Albert sur le plateau avec la sortie hier de Mourir peut attendre, mais pas que parce que 15 autres films sortaient ce 6 octobre. Mois qui se poursuivra avec les espoirs d'une reprise encore plus vigoureuse durant les vacances de la Toussaint et ceci même sans Hôtel Transylvanie 4 de Sony dont l'exil sur Amazon Prime a été officialisé hier soir. En attendant, sur le mois de septembre écoulé, le CNC comptabilise 9 millions de spectateurs dans les salles, un chiffre supérieur de 60% à septembre 2020, mais qui reste toujours inférieur aux résultats pré-Covid. Bien que le mois de rentrée ait toujours été l'un des plus faibles de l'année dans les salles, une moyenne de 20% d'entrées manque toujours à l'appel par rapport aux 3 dernières rentrées d'avant-crise. Et donc justement, parlant de crise, le cinéma a été accompagné par les soutiens des pouvoirs publics, mais a généré aussi quelques réactions. C'est une crise dans la gestion de la crise qu'a dénoncé le Bloc vendredi dernier. On savait la déception des filières distribution et production à l'annonce des 34 millions d'euros d'aide pour compenser la mise en place du pass sanitaire, dont seulement 20%, soit 7 millions, leur sont destinés. Conforté par les récentes conclusions de la Cour des comptes, le Bureau des liaisons des organisations cinématographiques, qui rassemble principalement des indépendants, producteurs, réalisateurs, distributeurs avec le DIR et le SDI, mais aussi exploitants avec le GNCR, demande au pouvoir public une répartition plus équitable des mesures de soutien qui auraient bénéficié de façon disproportionnée aux exploitants et tout particulièrement aux circuits, disent-ils. Mais ce n'est pas tout. L'absence de conditionnement des aides versées à la nature des films programmés s'est traduite, selon le Bloc, par une surexposition des films, dits porteurs ou américains, au détriment du cinéma indépendant et de la diversité, et ceci alors qu'on était face à une augmentation massive de l'offre de films après la fermeture des salles. Le Bloc relève ainsi que, encore ça c'était avant Bond, que les cinémas de plus de 6 écrans ont consacré entre 50 et 65% de leur capacité totale au seul Dune de Denis Villeneuve, qui a occupé jusqu'à 27% des écrans le soir de sa sortie, face aux 400 autres films qui se partageaient l'affiche. Donc il y a toujours un peu d'ambiance dans le secteur et on voit que c'est le titre du box-office pro de cette semaine, l'unité malgré l'inéquité, qui souligne le soutien mutuel entre exploitants et distributeurs, mais les questions légitimes qui sont soulevées. Xavier, une réaction à cette actualité, cette tension palpable sur le marché? Oui, c'est une période compliquée pour tout le monde, c'est certain. Donc forcément, qui dit période compliquée, amène certaines tensions. Sur ce sujet particulièrement, c'est vrai que nous-mêmes à la FNEF, on pense qu'on défend surtout un principe d'équité et que, au regard de ce qui s'est passé cet été, où les distributeurs ont tous souffert de tous bords, on aurait aimé des mesures un petit peu plus, c'est vrai, un petit peu plus fortes. Donc voilà, donc maintenant, on va continuer à discuter, on va continuer à travailler, mais il est vrai qu'on peut faire mieux. Donc là, effectivement, vous n'avez pas réagi particulièrement au nom de la FNEF, mais en revanche, effectivement, vous êtes en discussion, vous avez fait savoir votre point de vue. Je pense que les réunions de travail sont plus efficaces que des communiqués de presse. Voilà, donc comme je dis, les discussions sont en cours, elles ne sont pas arrêtées, et maintenant,
L'idée est d'aller un peu plus loin. Après, c'est pas forcément... alors, encore une fois, là, je représente Universal, mais je siège aussi au conseil de la FNEF. Moi, je dis juste que c'est pas forcément justement les groupes américains qui demandent. Hein. C'est un principe d'équité. Et moi, je pense surtout, c'est pas du tout être démagogue que de dire ça, aux distributeurs indépendants, aux petits qui, pour le coup, sortent et qui prennent des risques sur des films étrangers, des films non agréés, comme on dit. Voilà, je peux en citer plein, Rozoom, Condor, même Metropolitan, enfin, qui ont vraiment des risques financiers à acquérir des films étrangers. Et donc, serait logique qu'eux aussi aient accès à des aides, parce qu'on voit bien que cet été, encore une fois, tout le monde a énormément souffert de l'introduction du pass sanitaire. Et l'équité, elle se trouverait où? Moi, encore une fois, je n'ai pas d'idée établie là-dessus, et c'est plus au conseil. Voilà, encore une fois, il y a des réunions de travail, mais en tout cas, c'est très certainement pas la proportion qu'on a entendue. Je pense qu'un 50-50 serait plus logique. Voilà. Et alors, on va retrouver Aïchegul à Montpellier, parce qu'il y a aussi de l'actualité internationale, avec un film qui a régné sans partage sur le box-office américain le week-end dernier. Aïchegul. Venom, Let There Be Carnage a fait fureur dans les salles américaines. 90 millions de dollars sur ses 3 premiers jours d'exploitation, c'est plus que toutes les prévisions, même les plus optimistes, sur la nouvelle variante Marvel de Sony Pictures, diffusée dans plus de 4200 salles. La famille Adams 2 de la United Artists arrive en seconde position avec 18 millions de dollars, mais c'est une autre performance que je voudrais souligner ici, celle de notre titane nationale qui, avec son démarrage à plus d'1,5 million de dollars, dans 562 salles américaines, fait souffler le vent de la diversité française et devient le deuxième meilleur démarrage pour un film tricolore aux États-Unis, derrière Haute Tension d'Alexandre Aja en 2005, et le meilleur démarrage pour une Palme d'Or depuis Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, il y a 17 ans, en 2004. À noter que la précédente Palme d'Or, Parasite, distribuée par le même Neon, avec la même classification R-rated concernant les mineurs de moins de 17 ans non accompagnés, avait démarré sa belle carrière outre-Atlantique dans le monde d'avant Covid à 393 000 dollars. Donc belle aventure qui commence pour Titane, qui chez nous a atteint ses 300 000 entrées cette semaine. Mais autre perspective, donc peut-être moins réjouissante, donc de l'autre pour nos voisins européens. L'annonce prenait la forme anodine du plan de déploiement de HBO Max en Europe. Or, au détour du détail de ces dates de démarrage de diffusion, on a aussi appris que, dans certains pays du vieux continent, les films Warner seront disponibles sur la plateforme 45 jours après leur sortie sur grand écran. La pratique commencera dès cette année dans les pays nordiques et l'année prochaine en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Grèce, en Islande, en Europe centrale et orientale. En France, pour l'heure, la chronologie des médias veille, mais la contraction de la fenêtre d'exclusivité salle chez nos voisins à 1 mois et demi n'est une bonne nouvelle pour personne. Heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles en Europe, qui nous parviennent notamment du Ciné Europe de Barcelone, dont notre reporter Julien Marcel vous parlera bien mieux que moi. Alors à vous les studios. Merci Aïchegul. Julien, Barcelone. Donc, de retour de Barcelone. Alors effectivement, à Barcelone, on a beaucoup parlé fenêtre. Et effectivement, quand on voit les autres pays européens, et on a sur le plateau le directeur général d'un studio dans un autre pays européen, puisque Xavier est aussi directeur général d'Universal en Italie. Dans les autres pays européens, cette fenêtre de 45 jours, elle n'est pas accueillie du tout avec les mêmes cris, même inquiétudes qu'en France, me semble-t-il. En tout cas, j'ai entendu dans une table ronde que j'animais lundi dernier, Tim Richards, le patron de View, un des principaux circuits européens, se réjouir du fait qu'une fenêtre d'exclusivité soit préservée, fût-elle de 45 jours. À Ciné Europe, beaucoup de Français, en fait, dans les allées. Peut-être pour entourer Alain Surmullet, le directeur technique de Noé Cinéma, qui va recevoir cet après-midi même un Gold Award, c'est-à-dire une reconnaissance à la fois de sa contribution à l'entreprise pour laquelle il travaille, mais plus largement au secteur dans son ensemble. Et j'ai rencontré dans les allées pas mal de personnes qui étaient désireuses d'entourer Alain Surmullet dans cet honneur mérité. Et cet award lui sera d'ailleurs remis par Éric Méniel de Kinépolis, qui était aussi là-bas. On a fait un excellent... Enfin, on a relayé une interview, effectivement, d'Alain dans le dernier box-office. Donc il faut garder ces box-office pour se replonger dedans. Parfois, il peut y avoir des questions pendant les émissions.
Donc on s'est baladé aussi un petit peu dans les couloirs de Ciné-Europe. Ah non, je voulais quand même mentionner, je suis désolé Xavier, mais le grand moment pour tous les exploitants qui étaient là, tu l'as manqué hier parce que tu avais d'autres activités, mais c'est Paramount qui l'a offert aux exploitants avec un show impressionnant et la présence de Tom Cruise himself qui est venu présenter la même séquence époustouflante de cascade de Mission Impossible que beaucoup d'entre vous avez pu voir à Deauville. Mais là, c'est le même qui a présenté et qui nous a aussi présenté près de 15 minutes du prochain Mission Impossible. Donc là, les exploitants étaient ravis et on a pu voir que la joie de voir Tom Cruise en chair et en os l'emporter sur la déception de devoir l'attendre encore quelques mois. Dans les allées de Ciné-Europe, votre envoyé spécial, c'est-à-dire en fait à nouveau moi, c'est ça. C'est fou. A interviewé un certain nombre de Français et un petit sujet qu'on lance tout de suite. En fait, je m'auto-lance, c'est ça. Voilà. Ciné-Europe, c'est le rendez-vous annuel de l'exploitation européenne à Barcelone. Vous vous en doutez, cette 30e édition avait une saveur particulière. On a rencontré dans les allées du Trade Floor un certain nombre de sociétés françaises, d'exploitants français. Et voilà un petit florilège des discussions que nous avons eues avec eux. Ciné-Europe, pour moi, c'est l'occasion de présenter la Benoît Station. C'est une machine qui permet donc de recycler dans un cinéma essentiellement les cartons pour le popcorn et donc le PET pour les boissons. Rencontrer des Espagnols qui nous parlent de leurs problèmes, des Italiens qui nous parlent de leurs problèmes. Entre parenthèses, on s'aperçoit que la France a été très bien aidée. L'exploitant français a été très très bien aidé. On voit des grosses différences. Bien entendu, c'est toujours plaisant aussi de revoir des clients français et qui disent vraiment, on est content de travailler avec vous. On voit que vous développez bien à l'export, bravo, vous êtes une société solide. Donc ça nous conforte aussi dans notre image. J'aime bien ça, quoi. Notre objectif pour nous, c'était de revenir au contact de nos exploitants. Ce qu'on a réussi à faire, on a annoncé un accord avec la 3e chaîne la plus importante d'Espagne qui s'appelle Ociné, 200 salles, 22 cinémas, et ils nous prennent 2 Ice Theaters pour commencer leur déploiement national. On a revu tous nos amis studios qui nous fournissent du contenu, 25 films pour 2021. Ce qui inclut Matrix, Ghostbusters, Venom, Dune, etc. Et on a eu énormément de prises de contact d'exploitants qui nous ont demandé de leur faire des propositions dans les plus brefs délais, comme quoi le premium format est un format qui sait convaincre et qui sait séduire. Voilà, c'est un moment que je coche dans mon calendrier, qui est important, qui permet de... On a évidemment un marché français à Deauville qui est toujours très intéressant, très performant, mais ça me permet d'ouvrir un petit peu. On voit vraiment des choses nouvelles. Alors cette année, malheureusement, comme partout, c'est un peu moins fourni, mais ça reste toujours intéressant de voir aussi des exploitants d'autres nationalités, donc des projets qui peuvent être différents. Comme chaque année, sauf l'année dernière, donc la première chose, c'était le plaisir de retrouver tout le monde présent sur un marché réel. Et puis, ce que nous faisons habituellement comme score quand on est sur des marchés, des conventions de ce genre, on n'a rien de produits à vendre. Par contre, on accompagne les exploitants et les distributeurs. Pour leur donner les grandes tendances du marché, on a présenté ce matin les tendances dans différents pays européens pour savoir comment les marchés reprennent et donner un peu de confiance à tout le monde, puisque c'est un travail main dans la main entre exploitants et distributeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des pays qui étaient un peu plus fragiles sont en train de reprendre une bonne tendance. On a présenté des chiffres sur les Pays-Bas, sur l'Angleterre, sur l'Allemagne ou sur l'Espagne, où on constate partout une reprise très forte depuis cet été. Et donc, effectivement, on a pu participer à cette présentation de Comscore devant le groupe marketing de l'Association européenne des cinémas uniques. Et ils nous ont fait l'amitié de nous laisser quelques slides à vous présenter avec des choses intéressantes. Donc aujourd'hui, je remplace, je suis désolé, Roméo Duchesne pour parler chiffres, mais je voudrais quand même lancer la rubrique chiffres. Alors, quelques chiffres assez simples, hein, quatre visuels assez simples, certains bien connus. Donc le premier, voilà, c'est pour mémoire la tendance de fond qui existait et l'ampleur de la chute de 72% donc, en 2020. Ce qui est important de voir, c'est que la croissance, là il y a l'Europe et le reste du monde, mais la croissance elle vient d'Asie.
L'Europe est un marché qui était relativement mature et l'Amérique est un marché qui était en croissance en valeur, mais en décroissance en volume. La question que tout le monde se pose, c'est après cette chute énorme, à quelle vitesse, à quel rythme va-t-on retrouver les chiffres d'avant? Alors voilà la perspective, c'est la slide suivante qui est présentée par Comscore, qui est de dire que finalement, le chiffre un peu fatidique des 40 milliards de dollars au box-office mondial, on pourrait le retrouver dans les 2 ans. Et je peux vous dire que la présentation des chiffres français que vous allez voir sur la slide suivante a fait sacrément envie à beaucoup de marchés européens. Et Shegul le rappelait tout à l'heure, on est actuellement sur le mois de septembre, 20% derrière le mois de septembre, la médiane des mois de septembre 2019, non, je sais plus. Enfin, bref, on est 20% derrière, quoi. Et beaucoup de marchés sont très loin derrière. L'Espagne vient juste de repasser la barre des 50%. Je ne sais pas où en est l'Italie, mais je crois que c'est aussi... Pas bien, moins 60. Moins 60. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que la France ouvre la voie et c'était important de le préciser. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. En tout cas, dans cette réunion européenne des exploitants et des responsables marketing des différents circuits, où la fédération des cinémas français était représentée également, ces chiffres de Comscore, une fois encore, mettent en avant la reprise assez vertueuse du marché français, malgré toutes les difficultés qu'on connaît et qu'on va pouvoir évoquer dans quelques instants avec notre invité, parce qu'en fait, je réalise qu'on a un invité. Mais oui, il est là. Et du coup, on fait quoi? On lance le... on lance le jingle. On lance le jingle. Allez. Donc, merci Xavier encore d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Et alors donc, je posais la question tout à l'heure de comment ça s'est passé cette petite journée. Comment s'est passé pour toi, directeur général d'Universal, et comment s'est passé ces démarrages de James Bond? Écoute, en tout cas, c'est passé, déjà. Non, mais en fait, avant toute chose, déjà, merci pour l'invitation, parce que moi, je suis ravi d'être là. Et non, je pense surtout à l'équipe, en fait, parce que ça fait quasi plus de 2 ans qu'on a ce film entre les mains, puisqu'on a, en réalité, commencé à travailler dessus en 2019, puisqu'il devait sortir en avril 2020. Donc honnêtement, ma première pensée quand tu dis directeur général, moi hier c'était plutôt une journée évidemment chargée en termes de plein de gens qui me sollicitaient et puis les chiffres à prendre, mais c'est plus à l'équipe que je pensais et auquel je pense parce que que ce soit marketing, vente, j'ai quasiment envie de tous les citer, opération, Stéphane, Myriam, Céline, Marie, Sylvie, enfin j'ai envie de tous les citer parce que 2 ans qu'on a suivi entre les mains et enfin ça y est, il est sorti et maintenant c'est au public français de s'en emparer. Donc nous on est très contents des chiffres. Je sais que le marché nous attendait à des hauteurs. Alors tu nous rappelles les chiffres d'ailleurs parce les chiffres que j'ai reçus absolument juste avant de démarrer l'émission, donc 157 000 entrées, et donc plus les avant-premières qui étaient à 130 000, donc on est peu ou prou à 290 000 entrées, donc ce qui est très bien, ce qui est au-dessus d'un Casino Royal, au-dessus même d'un Skyfall, donc on est tout à fait bien, on est dans les normes, on n'est pas dans des résultats stratosphériques. Auquel peut-être certains prédisaient, mais on est dans des normes tout à fait d'un film de James Bond. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on vaut entre 3 et 4 millions d'entrées au final. Et voilà, ce qui est tout à fait la norme habituelle des films de Bond, à part l'épiphénomène Skyfall qui était à 7 millions. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir, c'est pas tant le démarrage qui nous intéresse, c'est vraiment la tenue, parce qu'on s'attend déjà à un week-end très fort. On l'a senti hier, on l'a entendu de la plupart des exploitants, que ce week-end allait être vraiment très fort. Ils avaient déjà beaucoup de séances qui commençaient à être complètes. Et surtout, on voit en ce moment que, je ne sais pas si Roméo n'est pas là, mais il l'aurait constaté, depuis quelques temps, on voit que le week-end a pris un poids absolument considérable sur la semaine. C'est-à-dire qu'on se rapproche beaucoup finalement d'un modèle assez américain, où le week-end concentre beaucoup d'entrées, et donc on ne devrait pas échapper à la règle. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on constate aussi, alors évidemment ça c'est plus dû à l'offre, le fameux mur de programmation qui n'a pas eu lieu, ou en tout cas le mur de film, le paysage étant un peu plus clairsemé, les films tiennent très bien. Donc on espère qu'on va rebondir sur les vacances de la Toussaint, et comme je le dis, l'idée évidemment est d'aller le plus proche des 4 millions d'entrées.
Sachant que vous avez eu, vous avez sorti beaucoup de films aussi. Donc, effectivement, tu parles de murs de films. En même temps, voilà, vous avez été assez constant. Vous avez sorti combien de films depuis la réouverture ? Écoute, je ne les ai pas comptés, il y en a plus une dizaine, mais oui, alors, certains diront beaucoup trop peut-être, je ne sais pas, mais c'était dû évidemment à voilà, tous les problèmes de stockage, puisque, encore une fois, je le rappelle, ça a été dit souvent ici, je crois sur ce plateau, même qu'on n'est pas une industrie qui sait stocker, comme on a dit, il fallait qu'on déstocke. Oui, on a eu beaucoup de films, après, que je le disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi qu'il y a cette discussion voilà, en coulisses, parce que nous-mêmes, si je cite notre exemple, on a évidemment sorti beaucoup, notamment cet été, on en a eu quasiment un par semaine. On est déçu quasiment de tous les résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film qui a fait ce qu'il devait faire. Je dirais que même la seule satisfaction, je pense que c'est Président, qu'on a sorti le 30 juin, film français, qui là pour le coup est totalement dans notre objectif, mais sur le reste, on est toujours en dessous, voire significativement en dessous de ce qu'on devait faire, ou en tout cas de ce qu'on espérait faire, pour différentes raisons. Mais quel en particulier, d'après toi ? Tous, je les prends tous. Si je prends, alors évidemment, on a été les premiers très largement impactés par l'introduction du pass sanitaire, puisqu'on avait le 14 juillet, on a commencé, on a ouvert le champagne avec meilleur démarrage de l'année, même de plus gros démarrage de la saga Fast le 14 juillet, des avant-premières fantastiques la veille, la projection de Cannes, donc voilà, plus de 460 000 entrées. Et puis le pass sanitaire le 21 juillet, où on perd quasiment 90% de nos entrées, ce qui est du jamais vu, même au-delà de la qualité du film, parce que j'ai aussi entendu, oui, mais c'est le film, il aurait fait ça. Non, pas du tout, c'est jamais vu. On voit bien qu'il y a eu un effet mécanique extrêmement fort. On a été les premiers très impactés. D'ailleurs, on est le territoire, pour le coup, qui a le plus sous-performé, puisqu'on l'a à peine fait, on n'a même pas encore atteint les 2 millions d'entrées, ce qui est quand même du jamais vu, sur un Fast and Furious, en tout cas récemment. Donc voilà, ça nous avait... Là, il y a eu énormément de frustration. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre, je dis juste que c'est vraiment de la frustration, mais plus pour les équipes, pour le travail qui a été fait. Voilà. Donc ça, après le jour même, le 21 juillet, on sortait Hall de Shaman, qui pareil, a fait 300 000 entrées, ce qui est tout à fait acceptable, mais le film avait quand même plus de potentiel, en tout cas au regard de ce qu'il a fait ailleurs aussi dans d'autres territoires européens. Et puis, je peux continuer cette liste. Il y a eu American Nightmare 5, qui va finir à 430 000 entrées. Bon, le dernier avait fait plus d'1 million, donc on n'espérait pas refaire ce qu'on avait fait sur le dernier parce que c'était exceptionnel. Mais là, 430 000 entrées, on voit bien qu'il y a un souci. On ne peut pas perdre autant c'est pas possible, surtout que le film était plutôt aussi réussi. Est-ce que ça impacte vos sorties futures là jusqu'à la fin de l'année ? Est-ce que ça impacte votre façon de travailler ? Oui, ça impacte. On essaie d'être plus prudent, même si je dois dire qu'aujourd'hui, faire des prévisions, même moi qui adore les chiffres, vous le savez, extrêmement dur de prédire, vraiment. Je pense aussi à Julien chez nous, qui est très fort là-dessus. On a beaucoup de mal à prévoir des chiffres, donc ça c'est très dur. Donc ça impacte sur les budgets, à essayer d'anticiper au mieux, parce que nous, la limite, notre travail, c'est toujours de vraiment affiner au mieux le potentiel d'un film sur le marché français, d'accord ? C'est ça l'ADN de notre travail. Donc c'est compliqué, donc on essaie à chaque fois de revoir. Je pense que ça demande beaucoup d'agilité, voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut de l'agilité, de la souplesse, parce que il faut changer des budgets, il faut être vraiment essayer de... C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'outils analytiques. C'est très intéressant de voir un peu le tracking organique des films, évidemment aussi les trackings d'autorité, tous ces indicateurs qu'on a sur le marché qui sont importants, mais c'est compliqué. Donc on peut espérer que le point d'inflexion, il arrive maintenant. Il y a une espèce d'alignement de planètes autour de cette sortie de Bond, de ce démarrage en trombe de Venom aux États-Unis l'année dernière, qui a quand même donné un peu le sourire à l'industrie un peu partout dans le monde. Toi, tu sens comment ce 4e trimestre et quelles sont pas tes prévisions, mais par rapport aux difficultés de cette remontée en puissance et les soubresauts du pass sanitaire et autres, quelle est ta perspective sur cette fin d'année ? Moi, je fais partie des optimistes sur le secteur et sur la salle. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment, on le sent, cette envie, ce besoin. Enfin, pour moi, c'est quasiment... c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens ont quand même envie de sortir, ont besoin de recréer du lien social et que la salle, et particulièrement en France, elle est extrêmement importante, elle a un rôle clé à jouer. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, sur les résultats du bond d'hier, on voit bien aussi, encore une fois, nous on est très contents. Je sais que le marché nous attendait à peut-être plus haut, mais il ne faut pas oublier qu'on est encore dans une situation où quand on va aller au cinéma, il y a pass sanitaire, il y a évidemment le masque. Le masque, ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. Rester avec un masque pendant 2 heures, 2 heures et demie, il y a une certaine... Je veux dire, c'est que c'est encore plus compliqué aujourd'hui de créer du désir pour aller voir un film au cinéma, puisqu'il y a quand même des contraintes qui existent encore. Donc je pense que
je suis très positif et optimiste pour la suite. Je pense que effectivement, j'espère que la Toussaint, puis après Noël, s'il ne se passe rien de nouveau, vu l'offre, on devrait quand même avoir de beaux jours devant nous. J'aimerais juste qu'il y ait ce petit verrou psychologique qui s'enlève. Je pense que c'est encore important, qu'il y ait des messages positifs du gouvernement. Parce que le problème, c'est que tout ça, c'est du marketing, de la communication. Quand vous avez entendu pendant des mois que il faut la capacité de 50%, qu'il y a le masque, qu'il y a le pass, ça envoie des messages qui disent la salle, c'est dangereux. Aller au cinéma, c'est dangereux. Et alors qu'on sait que c'est, en tout cas, d'un point de vue tout à fait objectif, que ce n'est pas vrai. Donc, et je pense que c'est ça qui va prendre du temps, qui va être plus lent que ce qu'on attendait. Et j'espère, par contre, on voit bien qu'effectivement, on a dit aussi pour Ciné-Europe, on le voit dans les marchés, on le voit en Italie, que progressivement, les gens reviennent. Donc je suis assez confiant, parce que l'offre, elle est là. Alors, en termes d'offres, Universal, qu'est-ce qu'Universal va nous proposer pour les mois qui viennent? On a un mois d'octobre chargé, puisqu'on a 4 films au mois d'octobre. Donc là, on a le bon. La semaine prochaine, on a Family Adams 2. Après, on aura Halloween Kills, qui est tout à fait approprié vu la période. On finira avec un nouveau film assez brillant d'Edgar Wright, Last Night in Soho. On enchaînera aussi en novembre, il y a House of Gucci, qui est très attendu, de Ridley Scott, avec un casting assez incroyable. Et puis, on finira l'année en beauté avec une suite de films d'animation qui était en plus un de mes favoris d'Illumination, Sing 2, qui est très très réussi, dans Tous en scène 2, où on aura aussi l'exclusivité au Grand Rex. Donc on est vraiment le film de Noël, et donc celui-là, j'y crois beaucoup. Si je devais vraiment parier, j'y crois énormément. Et je signale quand même que le Family Adams 2 a très très bien démarré aux États-Unis. Ouais. C'était la deuxième grande non pas surprise, mais bonne surprise par son ampleur du week-end dernier. Un film Venom qui fait 90 millions, là on ne l'attendait pas du tout. Et normalement, un film qui cartonne, ça suffit à assécher le marché américain. Et je crois que la Famille Adams 2 sortait à 18 millions de dollars, ce qui était une très très belle performance. Donc plein d'optimisme aussi sur ce qu'on voit. Puis, en fait, c'est important ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, moi je suis ravi de voir quand des films marchent, des films de concurrents. Moi, je trouve que la campagne de Dune en France a été remarquable. Je suis absolument ravi. J'espère qu'ils vont arriver à 3 millions d'entrées. Parce que c'est des gens en salle, c'est des gens qui voient des bandes annonces, qui voient du matériel. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est de toute cette diversité. Donc, c'est pour ça que toutes ces discussions, parfois, paraissent un petit peu, un peu bizarres. Parce que moi, je pense que plus le monde ira en salle, mieux on se portera. C'est une évidence. Donc, Et alors là, Universal travaille beaucoup sur la production française. Donc là, vous avez annoncé quelques titres. Déjà ? Oui, on a annoncé, on en a beaucoup en travail, en cours. On a la suite de La Revanche des crevettes pailletées qui devrait sortir. On a annoncé une date, en l'occurrence le 23 mars 2022, puisqu'il finit ce tournage-là. C'est un montage très rapide, fin octobre. Là, et bon, on va commencer à le présenter, j'espère, en début d'année. On est très, très, très content en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On aura aussi un film dont le tournage doit commencer au printemps, qui s'appelle Complètement cramé, qui est l'adaptation d'un best-seller de Gilles Le Gardinier, qui réalisera le film. On est ravis de l'accompagner pour ce premier film. Et avec un joli casting, puisque ce sera John Malkovich dans le rôle titre. C'est une feel-good comédie. Je suis très content aussi qu'on accompagne ce film. Et on a enfin Mon héroïne, dont le tournage a commencé il y a quelques semaines, qui est ce premier film de Noémie Lefort, produit par Mathieu Zeller, et qui aussi est une petite comédie comme on les aime, avec beaucoup de... On a un peu recentré l'éditorial il y a quelque temps déjà sur des comédies avec du cœur, comme on dit. Et celle-là, elle est totalement dans cette lignée. Et ça, on devrait sortir plutôt, on sera plutôt fin d'année 2022. Donc on aura beaucoup de films français en 2022. Et là, il y en a un autre qu'on est en train de discuter. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on n'a pas encore signé, mais j'espère que ça va aussi aboutir. Donc oui, on continue. C'est important. On vous tiendra au courant, bien sûr. Beaucoup de casquettes pour Xavier, qui est donc en France, en Italie, qui est production locale française, mais représente aussi ses collègues américains du SFAC. Donc c'est le nouvel équilibre global, c'est ça, Xavier ? Oui, écoute, je vais faire de mon mieux, on dit. Comme on dit. Oui, le SFAC, je pense que tu veux parler de cette initiative qu'on a lancée. Eh on peut dire un mot parce qu'effectivement, allons-y, on en parle. Donc la sortie de James Bond, ça a été aussi le terrain d'expérimentation d'un nouveau projet sur lequel on a pas mal travaillé avec un nombre d'exploitants et de distributeurs depuis 2 ans. C'est le projet Box Office Live. Et donc Box Office Live, qu'est-ce que c'est ? Box Office Live, c'est la première solution de remontée en temps réel des entrées des salles. Et on est très heureux d'annoncer aujourd'hui les premiers accords
avec 2 des 3 principaux circuits français. On attendait ces accords pour la masse critique et démarrer. Et donc Pathé Gaumont est venu rejoindre CGR Cinéma qui nous avait donné son accord depuis un moment. Et donc dans les jours qui viennent, vous pouvez vous attendre, vous tous qui avez des salles, vous tous qui êtes distributeurs, à entendre parler de Roméo Duchesne, qui n'est pas que animateur dans l'émission, mais qui est aussi le monsieur chiffre. Et je crois que l'idée de pouvoir avoir ces remontées en temps réel était quelque chose d'important. On a beaucoup travaillé pendant cette période de fermeture. On est connecté avec différents systèmes de caisse, avec Monnaie Service, avec Boost Billetterie. On a des circuits petits et grands. On va s'adresser aux distributeurs français, américains, indépendants et groupements. Voilà, je crois que c'est une nouvelle étape et Xavier a joué un rôle clé dans l'accompagnement de ce projet. Et donc ça fait quoi de voir les entrées progressivement en temps réel et de ne pas attendre juste un coup de fil le soir? Écoute, j'attends de le voir concrètement sur mon portable, mais effectivement, non, je suis ravi et je tiens à remercier évidemment toute l'équipe de Webedia, parce que je crois que c'est une discussion qu'on a commencée il y a 5 ans. Donc je suis ravi infiniment qu'elle aboutit. Et là encore, je pense aux équipes, c'est-à-dire que c'est vrai que je trouvais ça assez proprement hallucinant que, encore voilà, aujourd'hui, car on sait que la technologie est là, avoir encore des programmateurs, une équipe de 7-8 personnes qui appellent le mercredi les salles, me paraissait un petit peu obsolète. Donc je suis ravi, je trouve que ça fait partie des initiatives qui sont très tactiques, certes, mais qui montrent que le secteur peut avancer, peut progresser. Et, voilà, tu sais que c'est un sujet qui me passionne. En quoi c'est important? C'est quoi l'enjeu justement derrière cette... C'est pas un enjeu stratégique. Encore une fois, c'est comment on fait. Pour moi, c'est comment on fait gagner du temps aux équipes, comment on automatise et on rationalise des choses qui encore une fois, paraissent, qui sont quand même très compliquées, qui demandent beaucoup de temps, pour que justement les programmateurs en question passent plus. Je préfère qu'elles passent du temps à appeler les salles pour justement leur proposer nos films, les accompagner, les aider à vendre nos films, plutôt que de les harceler pour essayer d'avoir les entrées et d'appeler les caisses. Enfin, on sait que c'est compliqué. Voilà, donc c'est des choses qui font que des outils comme ça analytiques qui font que je trouve le secteur petit à petit progresse. Donc, Et je veux aussi signaler que c'était aussi un bon exemple de discussion raisonnable et constructive entre exploitants et distributeurs, parce que en face du besoin de transparence et de l'envie de temps réel d'un certain nombre de distributeurs, il y a aussi l'inquiétude qui, dans certains cas, peut être légitime d'exploitants d'être submergés par trop de données, trop de questions. Et donc, sur Box Office Live, on est parti sur une règle du jeu assez simple où il y a du temps réel toute la semaine, mais la granularité à la séance, c'est juste pour la journée de lancement. Comme ça, progressivement, on met plus de données, mais ce n'est pas ouvrir les vannes de partout sans avoir expérimenté. Et donc, voilà, je profite pour remercier tous les circuits que j'ai cités, mais aussi de nombreux indépendants qui ont commencé à nous accompagner, et puis tous les différents systèmes de caisse qui ont joué le jeu. Et puis, j'espère qu'on va, dans les mois qui viennent, être capable de proposer à l'ensemble des distributeurs et à l'ensemble des exploitants ce nouvel outil de transparence. En tout cas, Roméo est tellement déjà sur le pont qu'il ne pouvait pas être là pour l'émission, c'est pour vous dire. Non, mais la notion de transparence dont tu parles, elle est extrêmement importante, évidemment, pour nous. Il ne s'agit pas de... Voilà, je sais que ces discussions sont toujours un peu compliquées. Et ça reflète d'ailleurs des tensions dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a un petit côté à chaque fois où on a l'impression... je pense qu'il faut qu'on sorte en fait de cette problématique qu'on est pour l'exploitation des fournisseurs de contenu et que ce sont des clients. Voilà. Je pense que c'est ça un petit peu qui pour moi, me paraît absolument capital aujourd'hui, avec la crise qu'on vient de connaître, où on est en train de sortir progressivement. Je pense qu'il faut qu'on rentre concrètement et de manière pragmatique dans une logique plus de partenariat, parce que voilà, c'est pas juste des mots, après il faut qu'il y ait des actes. Et voilà, quand on est entre partenaires, la transparence me paraît être le premier élément le plus important. Donc là, il y a effectivement certains types de reporting, c'est du pur reporting pour nous. Il faut bien comprendre que nous, on est évidemment très, très scrutés sur ces aspects par le studio. Mais pourquoi? Parce que c'est la relation qu'eux ont même avec des filmmakers, avec des créateurs, avec des producteurs qui eux-mêmes demandent des comptes au bout de la chaîne. Mais c'est pareil côté français. Donc, mais je pense que cette notion de transparence, si on peut évidemment la travailler plus, parce qu'après il y a toutes ces discussions sur la fameuse data, voilà, on entend beaucoup parler également, mais je pense qu'il faudrait juste que le cliquet soit un petit peu se déplace vers un côté plus partenariat et arrêter cette notion de client et fournisseur qui me paraît un peu dangereuse. Et alors dans cette
réflexion d'ensemble sur le partenariat, sur la collaboration au sein du secteur. Il y a parfois une autre tension qui peut exister entre distributeurs français et américains, les studios et les autres, à tel point qu'avec le SFAC, vous avez jugé utile de produire un document qui sera rendu public demain, je crois, enfin je sais, puisque ça sera l'occasion du colloque que nous organisons avec le CNC, à l'occasion de la venue en France de Charles Rifkin, le patron de la MPA. Tu peux nous dire en 2 mots quels sont peut-être l'origine de cette communication et quels sont les messages clés que, avec le SFAC, vous souhaitez faire passer autour de l'impact des éditeurs de films américains sur le secteur en France? Oui, alors, pour rappel, le SFAC, donc syndicat franco-américain de la cinématographie, est un syndicat qui existe depuis 1934. Là, c'est vrai que depuis quelques temps, on est assez actif avec mes camarades. Voilà, il y a Warner, Sony, Paramount, nous-mêmes, donc malheureusement pas Disney, mais moi, je suis ravi qu'on ait, parce qu'on en a discuté depuis un petit moment et on avait envie de pouvoir juste montrer des éclairages en fait de la contribution du cinéma américain effectivement dans l'écosystème français. C'était l'objectif numéro 1. Il n'y a pas de polémique, c'est juste du rationnel, c'est juste des données voilà, qu'on a essayé de compiler. Donc c'était un gros travail, notamment avec une agence, pour mettre, voilà, de redonner quelques highlights, quelques éclairages sur la contribution via la TSA, puisqu'il y a ce paradoxe en fait, culturel qui est important, où effectivement on se fait beaucoup parfois taper dessus, mais en même temps on est premier contributeur net en termes de TSA, et je pense que c'est important, et on le revendique, et c'est très bien. Avec cette fameuse taxe de 10%, ça permet évidemment de faire vivre, voilà, d'alimenter le fonds du CNC, et en même temps on est un des pays où la part de marché local est la plus forte, et c'est tant mieux. Donc on avait envie de redire ça, de la contribution sur les films français, où là on est sur les 20 dernières années, sans me tromper, je crois qu'on amène 200 millions d'euros, donc c'est quand même 10 millions d'euros par an, c'est pas rien. Si vous rajoutez des frais d'édition, je crois qu'on est à peu près à 14 millions d'euros. Voilà, donner des chiffres comme ça. Il y a aussi l'arrêt essai, où là on est aussi sur plus de 100 millions d'entrées sur les 20 dernières années. On a souvent des films d'arrêt essai porteurs qui servent bien les salles à arrêt essai, puisque la moitié de nos salles sont à arrêt essai. Voilà, c'était de remettre un peu l'église au cœur du village, comme on dit en ce moment, parce que à la fois on nous tape, je trouve, parfois un peu trop dessus, et puis rappeler aussi qu'on est là et qu'il n'y a pas que les plateformes de streaming, et qu'on est des acteurs historiques, et qu'on a toujours été là, et qu'on continue à être là, et qu'on souhaite être là, et donc participer activement à, comme je disais, la progression du secteur, voilà, faire en sorte que les gens vraiment reviennent en salle, et voilà, si on peut, sur les aspects production française, faire plus encore, je pense qu'on le fera avec plaisir. Donc ce sera l'occasion de célébrer avec Charles Rifkin 100 ans d'histoire d'amour entre le cinéma américain et la France. Et il y aura aussi les représentants de Gaumont, de Pathé, que je cite parce que eux, ils ne fêtent pas leurs 100 ans, ils fêtent leurs 125 ans, Pathé et Gaumont. Donc, ah ouais. Et quand tu dis 100 ans de cinéma, demain, est-ce que ça a un lien avec... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce livre, Marion? Est-ce que ça a un lien avec un livre écrit par Julien Marcel dans les éditions Box Office? Ah bah, des éditions Box Office, donc c'est effectivement une nouveauté. Donc ça sera l'occasion demain de présenter ce livre qui sera très bientôt en vente, Hollywood année zéro, qui est un peu le résultat de cette année et demie où on a beaucoup échangé en France comme aux États-Unis avec beaucoup de partenaires, avec les équipes de Box Office Pro des deux côtés de l'Atlantique. Et comme on avait prévu de fêter nos 100 ans et que du coup on avait pas mal travaillé avec les équipes sur les archives, on s'est dit c'est peut-être un bon moment pour récapituler ce qui s'est passé pendant ces quelques 500 jours de crise. On va imaginer que c'est derrière nous. Et se dire, à la lumière de 100 ans d'histoire du cinéma, quels enseignements peut-on commencer à en tirer, même si c'est un peu une gageure dans la mesure où l'histoire se développe sous nos yeux et que jusqu'au dernier jour avant l'impression, j'avais envie de rajouter des chapitres et des informations. Donc, que tu as fait à la main dans chacun. On fera peut-être d'autres éditions par la suite. Et donc demain, le forum Box Office... Alors, demain, on peut le forum Box Office, vous pourrez le suivre en ligne sur YouTube. Il y a peut-être encore quelques places, je ne suis pas complètement sûr, disponibles au CNC. On sera accueillis par Dominique Boutonnat et on a un plateau formidable avec une keynote donc, de Charles Rifkin, qui est le patron de la Motion Picture Association et qui est aussi un grand amoureux de la France, puisqu'il a été ambassadeur des États-Unis en France pendant plusieurs années.
Et puis, on aura plein de participants. On parlera format premium, on parlera nouveaux équilibres entre blockbusters globaux de plus en plus gros, mais pas forcément de plus en plus nombreux, et puis une production locale qui a retrouvé aussi des nouvelles lettres de noblesse à l'occasion de cette crise. Et on en parlait avant de commencer l'émission avec Xavier, c'est que finalement, le redémarrage de la production locale, certes, il est appuyé, il a aidé les salles et accompagné les salles, mais il vient aussi pas mal du streaming. Oui. Non, il ne fallait pas que je dise ça. Non, bien sûr. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais bien sûr, oui. Que finalement, c'est les Américains qui ont pas mal découvert les contenus locaux. Oui, excuse-moi, je n'étais pas on a parlé de ça. Oui, tout à fait. Absolument. Oui, l'ouverture des frontières, c'est ça que tu veux dire. L'ouverture des frontières. Oui, tout à fait. Non, oui, moi je trouve ça, pareil. Alors là, je trouve que les plateformes, pour le coup, ont vraiment amené quelque chose d'assez vertueux, qui est cette ouverture à des films étrangers. Enfin, ça passe aussi par les séries, évidemment. Donc, mes séries, films, on va dire. Le succès de films français, à la fois Un bal perdu aux États-Unis ou c'est vrai qu'en ce moment, le phénomène du moment, Squid Game, cette série coréenne, mais La Casa de Papel, évidemment, enfin tous ces films. Et Lupin, évidemment. Donc moi, je trouve que c'est des opportunités. Je pense que tout ça est un cercle vertueux. Mais nous, on le voit bien au studio. Du coup, il y a beaucoup plus d'intérêt pour les productions locales, pour les acquisitions locales, du fait que là, ils comprennent que des acquisitions locales peuvent voyager. Et donc, je pense que cette ouverture des talents finalement à l'international me paraît extrêmement intéressante. C'est une belle opportunité pour l'avenir. Voilà quelques-uns des sujets que nous évoquerons demain, donc que vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube de Box Office Pro, et puis pour un certain nombre d'entre vous, directement dans les locaux du CNC qui nous a fait l'amitié de nous accueillir pour cet événement qui sera sponsorisé par Comscore et Ice Theaters. Ice Theaters, on en a parlé tout à l'heure. Je crois avoir aperçu les équipes d'Ice et de CGR en train de célébrer leur signature hier à Barcelone par des chorégraphies assez remarquables. C'est TikTok. Impressionnant. C'est TikTok. Et puis, on va finir par des petites questions cinéma. On aime bien une petite sélection de l'invité quand même. Une petite sélection de l'invité, absolument. Xavier, question très originale. Quel est ton Bond préféré en termes de film et en termes d'acteur? Eh bien, écoute, en fait, je vais plutôt faire référence à des souvenirs d'adolescence, d'enfance, même plus d'enfance que d'adolescence, parce que j'étais très jeune. Mais c'est moi, celui qui m'a marqué, et je me souviens parce que j'avais acheté une BD dérivée du film, c'est Rien que pour vos yeux. Voilà, avec Roger Moore. Et Roger Moore, pour moi, reste le James Bond de mon enfance. C'est des premières sorties au cinéma, c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma. Entre autres, évidemment. Voilà. Puis, Roger Moore, Rien que pour vos yeux, Carole Bouquet, La Deux Chevaux, enfin voilà, des trucs comme ça, qui m'ont marqué. Ça m'a marqué ce film. Voilà. Donc je dirais que c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ouais. Et quel est le film pour toi qui représente le plus l'identité d'Universal? C'est une question assez difficile, mais quand même, je pense que celui qui me paraît être à la croisée des chemins, on parlait de film d'auteur, et pour moi, c'est quasiment un film d'auteur, mais c'est aussi un film spectaculaire et commercial. Je pense que c'est Retour vers le futur, quand même. Parce que Retour vers le futur, déjà, c'est un film qui tourne toujours très bien chez nous dans le catalogue Universal Vintage, auprès des salles de cinéma. Et à chaque fois qu'il y a une célébration, on voit que ça marche extrêmement fort. Mais je trouve qu'il a tous les ingrédients du film populaire, intelligent, et on peut le revoir. Moi, je l'ai revu, je le vois avec mes enfants. Retour vers le futur me paraît. J'aime bien cette image un peu joyeuse, fun, entertainment du film. Moi, ça se termine souvent comme ça, les soirées débat à la maison ou avec les enfants pour choisir un film. On finit par se faire un des Retours vers le futur. C'est quand même pas mal. Et le film qui a été la meilleure séance de cinéma de ta vie? Écoute, je dirais quand même, en fait, je peux répondre deux, parce qu'il y en a deux qui m'ont... C'est interdit. Interdit? Non, mais il y en a une qui m'a marqué, c'est évidemment, parce qu'en plus ça reste un de mes films cultes, c'était, je me souviens, parce que j'avais lu cet article dans Starfix à l'époque, qui conseillait vivement d'aller voir le film, c'est Die Hard, Piège de cristal, parce que je suis allé voir en Normandie, je me souviens, et j'ai été complètement scotché par ce film. Et puis l'autre, c'est un film d'auteur. Je me souviens parce que je suis allé le voir un après-midi, je crois que c'était au Saint-André-des-Arts. Et c'est De l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez ce film. Le nom du réalisateur m'échappe malheureusement. C'est une honte. Mais ça m'a marqué ce film. Parce que c'était une séance idéale en fait. Je ne savais rien du film et j'étais voir ce film d'auteur. Et voilà, c'est des souvenirs comme ça que j'ai. Et tu t'es laissé surprendre. Ouais.
Merci Xavier. Un immense merci d'être Merci à venu vous, nous rendre visite. Tu as été un supporter de la première heure de nos initiatives Continuez. autour de l'émission. On s'était dit, on attend d'avoir réglé ton problème d'entrée en temps réel, on attend que tu sortes James Bond. On a fait les deux en même temps, donc on est particulièrement heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain pour le colloque, sur les réseaux sociaux. Dans 2 semaines pour la prochaine émission, c'est ça le Dans nouveau 2 rythme. semaines, absolument. Tout à fait. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et on remercie peut-être 2-3 personnes, par bien exemple sûr. Raphaël, Pierre, Timothée, Voilà, Tanguy, toute l'équipe qui est là. L'équipe, ils sont très qui nombreux a préparé aujourd'hui. cette émission, comme toujours avec soin et avec le sourire. Un grand merci à tous. Bonne semaine à tous. Allez tous au cinéma. Ceux qui n'y travaillent pas, n'oubliez pas d'y aller aussi. Et ceux qui y travaillent, on espère que vous allez être submergés par le public pour voir plein de beaux films, Bond et plein d'autres dans les jours qui viennent. Bonne semaine.